Merci. Merci d'être venu. Pour faire le lien avec la présentation précédente, je ne distribue pas d'argent. En revanche, mon activité principale au sein de Wikipédia actuellement est de m'occuper de l'association Wikimedia France et au sein de l'association en particulier de la levée de fonds communautaire. Donc l'essentiel de notre argent transite via PayPal. Si vous voulez donner à la fondation via PayPal, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Ok, donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous parler un petit peu, vous faire un retour d'expérience sur Wikipédia et en même temps rebondir sur des commentaires qui ont été publiés par Octo il y a quelques mois qui indiquaient que Wikipédia, ou plutôt les principes qui sous-tendent Wikipédia, ne pouvaient pas être implémentés en entreprise. Donc ça a été soumis à l'échec. Donc j'avais quelques suggestions à faire à ceci. Ce sont juste quelques petites suggestions, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Alors la première chose sur laquelle je voudrais qu'on s'entende, c'est la notion de communauté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communautés. On trouve trois grands types essentiellement. Les communautés d'intérêt, les communautés d'objectifs comme Wikipédia, et puis les communautés de pratiques qui sont plus courantes au sein des entreprises. Et puis le problème, c'est qu'on utilise énormément le terme pour beaucoup d'autres choses. Et très souvent, quand on parle de plateforme communautaire, en réalité, c'est du marketing participatif, c'est du crowdsourcing, voire c'est bêtement du réseau social. Donc, un petit peu plus de précision, qu'est-ce qu'une communauté ? C'est avant tout une organisation sociale. C'est une société, en quelque sorte. Et c'est une société au sein de laquelle les actions ne sont pas, je dirais, random en anglais, mais sont au contraire réfléchies en fonction des valeurs, en fonction des attentes, en fonction des croyances des gens de la communauté. Alors, quelques exemples de communautés dans la vraie vie. Les communautés des villes, par exemple, des villages, les communautés religieuses, que certains d'entre vous connaissez peut-être, et puis un type de communauté qui m'intéresse particulièrement et qui est un vrai terrain de jeu pour les sociologues, ce sont les communautés sportives. Alors la communauté sportive réduite, c'est typiquement, je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, l'équipe de rugby de l'ASM, je suis clermontoise, qui, après 10 ans d'efforts et une dizaine d'échecs, a réussi enfin à devenir championne de France cette année. Merci. Alors évidemment, toute la communauté, par contre, élargie clermontoise, était derrière l'équipe avec une énergie phénoménale. Et une énergie telle que, quand on a gagné le match, il y a donc quelques semaines, nous n'avons pas eu un concours de vuvuzela. Par contre, le sol de Clermont-Ferrand a bougé, ça a été noté par les sismographes, avec les trépidations des gens. Donc voilà, une communauté, c'est la première chose. Une communauté, c'est quelque chose qui a une raison d'être, qui a une motivation, qui a des gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble, qui ont un intérêt, qui ont un objectif, une envie de résoudre quelque chose. Deuxième chose, c'est un groupe qui a un espace commun, un espace de vie. Alors ça peut être une église, ça peut être une maison familiale, ça peut être un lieu sur Internet. Et puis il y a des frontières qui permettent de savoir si oui ou non on fait partie de la communauté. Troisième point, ce sont des groupements qui vont définir leurs règles. Les règles ne sont pas décidées par un chef, elles sont auto-déterminées par la communauté. Quatrième point, ce sont des groupes qui sont caractérisés par un langage commun, par des rites, tels que des rites initiatiques, des histoires communes, et par une envie de donner de soi avant d'avoir l'espoir, avec l'espoir de recevoir quelque chose en échange, mais sans cette certitude. Donc on donne d'abord au collectif en espérant gagner quelque chose en échange quand le collectif se sera suffisamment enrichi. Et puis dernier point important, c'est aussi une organisation apprenante, donc qui a une histoire, et qui essaye de collecter cette histoire. Ça peut être via des photos, telles que les photos de l'ASM, vous en avez maintenant des milliers sur Internet, ça peut être des vidéos, c'est aussi les histoires au coin du feu qui sont racontées par les anciens. Donc c'est un groupe qui a une histoire. Alors revenons un petit peu à Wikipédia. J'ai commencé à participer au projet alors qu'il avait à peu près 6 mois. Et depuis cette époque, depuis 2002, j'ai entendu « mais ça ne va pas marcher votre truc ». Ou alors, ça a marché jusqu'à présent, mais ça ne va plus marcher. D'accord ? Donc, ça ne marche plus. Aujourd'hui, nous avons réussi à accumuler à peu près 15 millions d'articles encyclopédiques, dont 1 million en français. Les encyclopédies traditionnelles, c'est de l'ordre de 20 000 à 30 000 articles en comparaison. 330 millions de visiteurs uniques par mois, c'est de l'ordre à peu près de la quatrième ou cinquième site le plus visité au monde. Un nombre d'éditeurs inconnus, puisque la plupart sont bénévoles, sont anonymes, sont parfois sous pseudonyme, mais pas plus. Puis une particularité, c'est que tout ceci, on a réussi à le faire sans chef, sans management. C'est-à-dire qu'on s'est complètement auto-organisé.
Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les gens qui ont participé à ce genre de choses. Les plus jeunes de nos participants sont des jeunes de 13, 14, 15 ans, c'est-à-dire un âge qui, généralement, en entreprise, est considéré comme encore non utilisable. L'énorme avantage de ces jeunes, c'est qu'ils sont pleins de motivation, ils n'ont pas peur, ils ne sont pas paralysés par les habitudes, par ce qu'on leur a appris en entreprise, et donc ils foncent. Et puis on a aussi les participants les plus âgés, 80, 90 ans, donc très largement au-delà de l'âge de la retraite. Ce n'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on est plus utile. Au contraire, ce sont des gens qui ont des compétences absolument phénoménales, qui sont calmes, pondérés. Donc c'est un bénéfice pour nous. Et puis, comment est-ce que tout ceci s'est passé? Eh bien, à un moment donné, donc dans à la fin des années 90, il y avait en fait l'état des lieux, les graines pouvaient germer dans un sol qui était devenu fertile, les ordinateurs étaient moins chers, les connexions devenaient à peu près correctes, même si on était encore sur le système du modem. Et puis on avait il y a eu plusieurs encyclopédies qui ont été commencées en même temps. Et Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, avait démarré un projet qui s'appelait Nupedia. Je suppose que personne n'a jamais entendu parler. Si, quand même quelques-uns. Nupedia, donc démarré dans les années 2000, sur Internet, encyclopédie sous licence libre, et puis une particularité, un modèle éditorial classique. Donc un éditeur en chef qui décide des sujets qu'on va traiter, qui recrute des auteurs qui écrivent, des correcteurs, un système de validation avec un comité de validation, et puis finalement une publication au bout de 6 mois, 1 an. Bon. En 3 ans, nous avons réussi à produire moins de 100 articles. Donc ça ne marchait pas très bien. Et puis heureusement, à cette époque, l'éditeur en chef de Wikipédia, de Nupedia, qui était Larry Sanger, écoutait, furetait, se renseignait et a découvert le wiki et s'est dit on va le démarrer comme plateforme d'essai, comme brouillon. Hein. L'objectif n'était pas du tout de faire la véritable encyclopédie. Et ce qui est intéressant et qu'on a beaucoup de mal à faire en France, c'est que finalement, il n'a pas monté un comité de pilotage, il n'a pas démarré un cahier des charges, il n'a pas écouté les gens qui étaient critiques, négatifs, etc. Il a foncé. Et c'est un peu le mot d'ordre de ce qui est devenu Wikipédia, c'est be bold, c'est on y va, on fonce. Il n'y a même pas véritablement de traduction en français. Et puis, très rapidement, on a énormément d'articles qui sont créés et une communauté qui s'est assemblée dès le premier mois. Et les articles se sont créés en particulier par un effet qu'on appelle l'effet Piranha. Et je voulais vous en parler un petit peu parce que il me semble que c'est un petit peu la clé du succès du système. L'effet Piranha, le concept est le suivant. Vous avez une rivière et dedans vous avez des piranhas et vous jetez une pomme dans la rivière. L'idée est la suivante. Vous écrivez un article qui s'appelle par exemple « La pomme est un fruit ». Alors évidemment c'est juste, c'est exact, mais c'est un peu court. Donc on va avoir un deuxième auteur qui va venir et qui va rajouter une photo de la pomme. Puis une troisième personne va venir rajouter un peu la biologie. Le quatrième va revenir et modifier l'article intégralement. Et c'est par des modifications incrémentales, avec une publication instantanée, que le système va fonctionner. Et point important, il n'y a pas d'angoisse dans l'esprit des gens, parce que d'une part, on garde tout l'historique de rédaction, donc on peut revenir en arrière, mais surtout, les auteurs se regardent les uns les autres, se surveillent. Et c'est un point important sur lequel je vais revenir à propos de la confiance. Et puis le problème, c'est qu'on va avoir un sixième auteur qui va arriver et qui va rajouter une recette de la tarte aux pommes avec une migaine. Puis un septième va arriver, il va retirer la recette de la tarte aux pommes parce que la vraie recette de la tarte aux pommes, c'est sans migaine. Il le sait. Puis le sixième, il n'est pas d'accord, alors il remet la recette avec la migaine. Donc qu'est-ce qui est pour la tarte aux pommes avec la migaine? Personne. Ah, le mélange avec, vous savez, le jaune d'œuf, la crème fraîche, etc. Hein? Alors que la tarte aux pommes sans migaine, c'est de la pâte et la pomme. Bon alors, quels sont les pros de la migaine? Quand même quelques-uns. Quels sont les anti de la migaine? Bon, alors, il y a quand même une majorité, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas tous d'accord. Donc, on va mettre laquelle de recette? La migaine ou la sans migaine? Ou aucun? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va décider? Le chef? Il n'y a pas de chef, donc pas le chef. Le vote? Non plus. Parce que, point important, Wikipédia n'est pas une expérimentation en démocratie, c'est une encyclopédie. Donc l'objectif va être plutôt de discuter. Alors on passe sur ce process qui est ce qu'on appelle le bold, revert and discuss, qui est de remanier en permanence le système. Alors on utilise ce genre de choses et maintenant, essayons de voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce qui se fait dans l'industrie. Moi j'ai un client qui récemment m'a sorti cette équation que j'ai trouvée extrêmement intéressante. C'est finalement l'idée de se dire, actuellement, quand on essaye de développer un produit ou un service, ce qu'on veut, c'est atteindre le succès.
Et le problème, c'est que le succès, il a plusieurs paramètres et que le paramètre, alors idéalement, la qualité et l'adhésion sont très présentes. L'adhésion, c'est à la fois les gens qui vont utiliser le produit, qui vont l'apprécier, qui vont en parler et qui vont amener d'autres consommateurs. On est d'accord. Et en France, on a un petit peu tendance à toujours privilégier l'aspect qualité, ce qu'on sait très bien faire, sur l'aspect adhésion. Donc là, on pensait un petit peu à l'envers, c'est de se dire finalement on va un peu abandonner, baisser le niveau de la qualité pour essayer de monter l'adhésion et finalement on aura un niveau de succès qui est à peu près similaire. Donc l'idée c'était comment arriver à avoir quelques petits points qui permettent de faciliter l'adhésion. Alors je vous ai isolé 5 points. Premier point, tout le monde connaît Is No Good, sauf peut-être les plus jeunes, je ne sais pas. Mon fils, j'ai découvert, ne connaissait pas, donc j'ai plus qu'à lui acheter une BD chez eBay ou similaire avec PayPal. Alors, Is No Good, il était vizir, il voulait devenir calife à la place du calife, et il ne pouvait pas parce que son titre, c'était d'être vizir, c'était pas d'être calife. La première idée, c'est de finalement dire, en entreprise, la plupart du temps, quand on commence un projet de type Wikipédia, hein, l'idée n'est pas de refaire exactement Wikipédia, mais d'avoir un système qui marche selon les mêmes principes, on va tout de suite attribuer des rôles et des titres. Et les gens se retrouvent coincés dans leur rôle et dans leur titre, et pire, parfois on leur attribue l'article qu'ils doivent écrire. Je l'ai vécu je ne sais combien de fois. Donc l'idée, la première chose importante, c'est déjà de s'assurer en amont qu'il n'y a pas d'attribution, ni de rôle, ni de titre, de façon à ce que les gens puissent finalement choisir et prendre le leadership en fonction de leurs compétences, qu'elles soient les compétences connues de l'entreprise ou d'autres types de compétences, en fonction de leur disponibilité et puis en fonction de leur envie, bien sûr. Ça marche à condition que chacun puisse voir ce qu'il y a à faire, ce qui est pris en charge par les autres et ce qui n'est pas pris en charge par les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle un environnement holoptique, je vais y repasser. La deuxième chose que je souhaiterais un peu détruire, c'est peut-être un peu brutal, mais détruire le mythe de la confiance comme étant un prérequis au fonctionnement de Wikipédia. Ça, c'est absolument inexact. Il ne faut pas se leurrer, la plupart des wikis publics reposent sur de l'anonymat. Comment peut-on imaginer qu'il y a de la confiance en amont avec des anonymes? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En réalité, ce qui par contre est un prérequis, c'est au moins d'accepter l'idée que les gens ne sont pas ici pour détruire le système. Donc ils n'ont pas de mauvaise volonté. Ils vont peut-être se tromper, ils vont peut-être faire des erreurs, mais par contre, ils ne sont pas là pour détruire. Là, oui. Mais assumer au début qu'il y a une confiance, ça pose infiniment de problèmes parce que d'abord, ça cache un certain nombre d'arbres dans la forêt, que je vais mentionner après, et puis ça met une pression terrible à la fois sur les experts au sein de l'entreprise et puis sur le management à qui on dit « tu dois faire confiance ». Et forcément, de toute façon, on peut toujours essayer de leur affirmer qu'ils doivent faire confiance, et pas pour autant qu'ils ont confiance. Donc ça les angoisse, résultat, il y a blocage du projet et on n'avance pas. Et on trouve d'autres arguments plus ou moins officiels pour refuser le projet. Donc, les deux arbres qui sont le plus cachés par la forêt, et que ceux d'entre vous qui travaillent dans l'open source connaissaient bien, mais qu'on oublie la plupart du temps quand on met en place un wiki dans une entreprise, le premier, c'est d'accepter l'idée de publier quelque chose qui n'est pas fini. À nouveau, là, on est d'accord, on diminue la qualité par rapport à ce qu'on pourrait avoir, mais c'est accepter l'idée de se dire, c'est peut-être juste, mais c'est pas complet ou c'est pas à jour, il manque un petit bout, peu importe, on publie malgré tout. Et ça, c'est la première souffrance, et pour quiconque essaye de mettre en place un projet wiki, il faut que les équipes acceptent cette notion-là à l'origine. Et ça veut aussi dire d'accepter que les choses ne soient pas parfaites. Accepter le droit à l'erreur. Et puis, deuxième point qui est souvent aussi caché par cet aspect de la confiance, c'est le fait qu'on est passé de ce système Nupedia qui est linéaire avec toute une série d'étapes, un workflow complet, à un wiki qui, lui, n'est pas un workflow qui est complètement cyclique et incrémental. Et ça, pratiquement tous les projets wiki que je vois se développer en entreprise vont avoir une tendance à un moment donné à réimporter des concepts de workflow et donc à repartir sur un système linéaire plutôt que cyclique. Alors moi, j'aimerais autant qu'on laisse tomber l'histoire de la confiance et que par contre, on s'assure en amont que ces deux points soient respectés. Et puis, le point que j'ai mentionné précédemment, qui est cet aspect de l'optisme et qui est absolument essentiel. Vous êtes tous des voyageurs, vous avez déjà pris l'avion, vous avez déjà eu vos bagages dans la soute à bagages et vous voyez par où sortent vos bagages. La plupart du temps, la bande est comme celle de la gauche. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi personne ne vous a jamais piqué vos bagages? Ça arrive rarement quand même. Pourquoi? Parce que tous les bagages sont visibles par tous les voyageurs et tous les voyageurs voient ce que font les autres voyageurs. On se voit tous. Ça veut dire que non seulement on est capable de dire où est son bagage, mais si quelqu'un nous prend notre bagage, on sait qui ça va être, et en plus, on n'a pas envie de piquer le bagage d'un autre parce qu'on sait qu'il va nous voir.
Donc on se contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe sur Wikipédia. C'est pour ça qu'on n'a pas véritablement besoin de cette notion de confiance à partir du moment où le système est complètement transparent. Or ça, à nouveau, sur beaucoup de projets qu'on démarre en entreprise, eh ben, on coupe des morceaux, on rend des choses inaccessibles, invisibles, et c'est là qu'on fait sauter le système. Et puis, dernier point qui me semble aussi important, on ne crée pas, on n'impose pas une culture du partage. En revanche, on peut fournir un espace et toutes des conditions les plus favorables possibles pour que ça émerge. Parmi les conditions qui sont les plus favorables, on a le fait par exemple d'adopter des licences libres qui aident à la co-création, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut toujours faire en entreprise. C'est le fait de donner du temps également aux employés pour qu'ils puissent travailler pour apprendre ce genre de choses, mais c'est surtout recréer des espaces de discussion, des espaces d'interaction et des interdépendances entre les personnes. Et ce qui me frappe sur beaucoup de projets, c'est que finalement on va mettre en place uniquement un outil qui permet d'avoir un type d'interaction. Et moi, mon argument, c'est de dire, quand on est en ligne et qu'on travaille en ligne, il faut recréer tous les mêmes espaces de discussion et d'interaction qu'on a dans l'entreprise. Quels sont-ils? Le hall d'accueil, éventuellement le centre de doc, son bureau, très important, qui est semi-public, les salles de réunion, la zone à café. Tous ces espaces-là doivent être reconstitués dans un espace virtuel. Et ça manque extrêmement souvent. Je voudrais juste conclure sur cet aspect-là, parce que cette notion de création d'interdépendance et de zone de discussion et de temps disponible pour les personnes, qui est-ce qui est le plus à même de fournir ce genre d'outils? C'est comme les DSI et les ressources humaines. Et j'aimerais conclure là-dessus. Une petite phrase qui est attribuée à Stéphane Colbert, mais il paraît que ce n'est pas lui finalement, j'ai appris ça récemment, journaliste américain, qui a dit « Le problème avec Wikipédia, c'est que ça marche dans la réalité, mais pas dans la théorie. » C'est exactement ça. Donc il n'y a pas vraiment de théorie qui marche, c'est juste des choses qu'on a pu constater, des anti-patterns qui apparaissent ou des facteurs favorisant l'émergence de ces projets. Je vous remercie de votre attention. Des questions? Bonjour, je suis un ancien wikipédiste qui a dû lever un peu le pied pour d'autres raisons. Ça arrive à tout le monde. Je m'occupe de supports applicatifs dans un environnement qui bouge beaucoup, avec un environnement complexe en termes applicatifs, fonctionnels et techniques. Donc pour l'équipe, j'ai voulu mettre à disposition un wiki. En reprenant un peu les différentes choses que vous avez avancées là, sur la confiance, sur l'ouverture, sur le fait de retravailler le collaboratif, l'évolutif, etc. Échec complet. Ouais. Alors ceci, c'est un projet qui a 6 mois, donc autrement dit, je constate maintenant... Il faut donner le temps aux gens aussi. Hein. Oui, puis les gens vont bouger. Mais autrement dit, effectivement, je pense que dans le cadre de l'entreprise, il y a d'autres schémas culturels, probablement, qui influent énormément sur la relation au savoir et donc la relation à l'outil pour pouvoir le faire. Bon, c'est un sujet de discussion. Je voulais simplement relever le point et dire que malheureusement, il y a probablement d'autres aspects à prendre en compte. Il y en a beaucoup. Moi, parmi les deux que j'ai relevé le plus fréquent, il y a effectivement l'angoisse de perte de pouvoir parce qu'on donne de l'information, on doit la garder, qui est un point qui est important. Un autre que j'ai noté récemment, c'est que la plupart du temps, ces projets sont commencés comme des projets de pilotage. Et dans mon esprit, un comité de pilotage avec un projet pilote, c'est un essai, c'est un test. Donc c'est quelque chose pour lequel on accepte d'échouer. Or, en réalité, en entreprise, la plupart du temps, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le projet pilote est vu comme ça doit être la preuve que ça marche et que ça peut être utilisé par les autres. J'avais même pas cette contrainte. Même pas, c'est déjà pas mal. Quand on cumule le nombre de contraintes, on réalise qu'effectivement, il y a un nombre de choses trappes sur le trajet qui est absolument fantastique. Une autre question? On a encore 1 minute. Ça va être très simple. S'il n'y a pas de chef et de management, vous êtes quoi? Qui? Moi? Oui, vous. J'ai jamais été chef non plus. Je dirais que ce qu'on voit apparaître, c'est plutôt des gourous. Des gourous qui apparaissent parce que les gens les reconnaissent en tant que gourous et qui vont avoir un pouvoir plus important que les autres uniquement par leurs paroles et leurs pensées. Et donc qui vont être suivis par les autres. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Après, au niveau de la Wikimedia Foundation, c'est légèrement différent. On est sur une organisation, donc une structure légale, juridique, avec des finances, etc. Là, c'est différent. Par contre, le projet Wikipédia proprement dit n'a pas de chef, effectivement. La différence d'ailleurs entre la pyramide, la Wikimedia Foundation, c'est une vingtaine ou une centaine. Alors, par rapport à la communauté. La communauté, on n'a aucune idée honnêtement du nombre de personnes, c'est des milliers. La structure organisationnelle, en réalité, est constituée d'à peu près 35 organisations aujourd'hui. La Fondation Wikimedia, il y a à peu près 34 associations locales, et aucune n'est chef des autres. La seule chose qu'a la Fondation en plus, ce sont les marques.
Le droit des marques, et elle est l'hébergeur technique officiel. Donc elle doit respecter les droits d'un hébergeur. En revanche, par exemple, une bonne partie des revenus viennent des associations. Donc on est chef des associations, ça on peut le faire, mais on n'est pas de chef de Wikipédia. Qu'est-ce qui marche le mieux pour provoquer la collaboration? Est-ce qu'il vaut mieux mettre une information incomplète ou une information partiellement fausse? Enfin, est-ce que J'ai tout pratiqué. pour provoquer les gens à contribuer encore plus parce que si on met juste une information genre la pomme est un fruit, peut-être que les gens auront juste pas envie de corriger ou de collaborer parce que c'est suffisant, c'est vrai, ça reste vrai. Je vais vous citer une petite anecdote. Je voulais absolument être l'auteur du 50 millième article parce qu'on avait décidé de faire un communiqué de presse là-dessus. Et donc, juste avant les 50 millièmes, parce qu'à l'époque, ils n'allaient pas très vite, j'ai créé à peu près 15 articles, mais je ne les ai pas validés. Alors, la pomme était déjà occupée à l'époque, mais j'ai mis l'ananas est un fruit, là, etc. Et il y avait la nèfle est un fruit. Et au moment où j'ai validé, c'est la nèfle est un fruit qui est tombé le 50 millième article, ce que j'aimais comme principe, c'est un petit rien du tout dans un coin, des nèfles. Et cet article était tout court. Et le lendemain, on avait besoin de faire ce communiqué de presse. On s'est senti un peu ridicule quand même. Quand je me suis levée le lendemain matin, l'article était complet et n'a pratiquement pas bougé depuis. Mon argument serait de dire, nous on appelle ça des bouchons, donc on a beaucoup de gens qui sont favorables aux bouchons, c'est-à-dire des micro-textes qui vont stimuler. Moi j'ai plus tendance à apprécier des articles plus fournis, mais dans lesquels volontairement je vais omettre des informations ou mettre des erreurs. Alors pas des erreurs dramatiques, mais typiquement des erreurs typographiques, ce genre de choses qui ne demandent pas un énorme investissement de la personne, quelque chose de facile, quelque chose qui ne demande pas de se poser trop de questions et qui fait qu'on fait au moins un certain nombre de fois le premier acte de micro-correction et qui fait qu'on s'habitue à l'environnement. Donc pour moi, c'est les micro-erreurs, les micro-omissions. Certainement pas l'article complet dès le départ, grosse erreur. J'ai peut-être pas bien entendu, mais vous avez dit que vous êtes entré dans Wikipédia 6 mois après sa création, c'est ça? À peu près, oui. Oui. Je voulais savoir comment ça s'est fait, parce que je connais un peu Jimmy Wales, et il m'a expliqué que la France, c'était pas si particulièrement difficile de rassembler les gens. Est-ce que on vous a sollicité, vous avez trouvé ça intéressant? Parce qu'il parlait de petits comités éditoriaux d'une dizaine de personnes par pays. Et il faisait chaque pays pour voir un peu comment se passaient les choses. Non. La première fois que j'ai rencontré Jimmy Wales, c'était en 2004. C'est la première fois qu'il est venu en France. Donc, oui. Wikipédia avait déjà plus de 3 ans. Non, dans les faits, moi, j'ai pas du tout été recrutée de cette façon-là. J'ai été recrutée parce que je suis une fanatique des jeux vidéo, encore un autre type de communauté, donc, un autre type de paiement aussi. Et en cherchant des informations sur un jeu, sur un forum de discussion, à une époque où j'habitais aux États-Unis, d'où la connexion qui était plus facile, j'ai discuté avec un Canadien de Greenpeace. Rien à voir, mais c'était juste après les événements des événements de septembre, et il y avait beaucoup de personnes qui voulaient contribuer sur ce sujet-là, et les Français à l'époque avaient quelques petits soucis, si vous vous souvenez, par rapport aux Américains. Donc il avait envie qu'il y ait des participants francophones qui viennent les rejoindre sur Wikipédia pour aider à fournir quelque chose un peu plus neutre. Donc il m'a attiré sur ce sujet, d'autant plus que je connaissais la bibliothèque, et c'était l'époque des petites sports envoyés dans les enveloppes. Donc j'avais des possibilités de fournir des informations sur ce sujet-là. Donc j'ai rejoint le projet tout à fait par hasard. À l'époque, il n'existait qu'en anglais. Mais ce qui s'est passé, c'est que beaucoup des internautes qui participaient étaient multilingues. Donc ont très vite souhaité avoir une version en anglais, une version en français, une version en japonais, espagnol. Et donc au début, on a créé ça tout seul. On était 3-4 en français à démarrer le système. Et ben ça a pris longtemps. C'est vrai que ça a mis longtemps à démarrer, mais on avait la foi. Voilà. Merci. Merci. Ça va longtemps.